La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Si tu comprends rien à l'argent, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Ceux qui suivent un peu les finances et l'économie savent que bientôt Lyon va aller à la bourse. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables. C'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Et ça fait maintenant 3 années de suite que les marchés boursiers affichent de forts rendements. Donc ça se peut que vous vous dites qu'en 2026, ça n'a pas le choix de baisser, mais historiquement, il y a eu des périodes haussières qui ont duré pas mal plus longtemps que 4 ans. Et une chose est sûre, 2026 va être une année très mouvementée. Il y a la Réserve fédérale américaine qui va changer de président, il y a l'ANCUM qui pourrait être renégocié, il y a les prix de l'immobilier canadien qui sont en baisse, et il y a aussi la potentielle entrée en bourse de SpaceX. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous donner mes prédictions pour 2026, autant par rapport au taux d'intérêt, l'immobilier et les marchés boursiers. Et je vais terminer en vous partageant mon dernier achat pour mon portefeuille à long terme. Mais avant de parler de ce qui s'en vient, je veux revenir rapidement sur 2025. L'indice canadien, le S&P TSX composé, qui a terminé l'année en hausse d'environ 28%, c'est sa meilleure performance depuis 15 ans. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que le TSX a battu les indices américains. Donc, en 2025, le S&P 500, lui, a monté de 16%, le Nasdaq d'environ 20%. Et ça fait plusieurs années que la majorité des investisseurs mettaient un peu de côté le marché canadien et misaient essentiellement sur les États-Unis. Et là, malgré la peur liée aux tarifs douaniers de Trump, la bourse canadienne qui a livré une performance exceptionnelle, ça devrait nous rappeler que les marchés sont cycliques et les secteurs qui sont ignorés par les investisseurs finissent généralement par rebondir et surperformer le reste du marché. Et un autre élément marquant de 2025, c'est la performance des métaux précieux, l'or qui a bondi d'environ 66%. Donc, pour un actif perçu comme une réserve de valeur, c'est un rendement qui est astronomique. Mais ce qui est encore plus spectaculaire, c'est l'argent, donc le silver, qui a grimpé de plus de 160% en 2025. Et ce genre de mouvement-là, ça se produit pas par hasard. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent l'envolée des métaux précieux, mais je pense que la raison numéro 1, c'est la peur de la dévalorisation des monnaies. Tu sais, quand les dettes publiques explosent, quand les déficits s'accumulent, puis que la solution par défaut, c'est d'imprimer plus d'argent, ça amène les investisseurs à chercher une manière de préserver leur pouvoir d'achat. Et petite parenthèse pour ceux qui se le demandent, de mon côté, malheureusement, je n'ai aucun investissement dans l'or ni le silver. Encore une fois, ce n'est pas parce que je trouve que ce sont des mauvais actifs à posséder dans son portefeuille, c'est simplement parce que ils ne répondent pas à mes critères d'investissement. Ce sont les mêmes critères qui expliquent pourquoi je n'ai pas investi non plus dans le Bitcoin. En fait, personnellement, j'ai investi seulement dans des actifs qui dégagent du cash flow, donc des flux de trésorerie, et qu'à ce moment-là, je peux arriver à calculer une certaine valeur intrinsèque. Donc, l'actif en soi vaut quelque chose outre l'offre et la demande. Autrement dit, j'achète seulement des actions d'entreprises cotées en bourse. Ce sont des actifs que j'arrive bien à comprendre, que je suis capable de déterminer si le prix est en dessous ou au-dessus de sa valeur intrinsèque. Et c'est pour ça que c'est sûr que quand l'or, le silver ou le Bitcoin se met à monter en flèche, je vais passer à côté de ces rendements-là. Mais encore une fois, je veux bâtir mon portefeuille à long terme en respectant mes critères d'investissement. Et à ce sujet-là, je vais vous partager mes prédictions pour la bourse en 2026. Et je vais commencer par le marché américain. Les analystes qui sont relativement alignés concernant la cible pour le S&P 500 pour la fin de l'année 2026. La cible moyenne se situe autour de 7750 points, ce qui implique une hausse d'environ 10% par rapport au niveau actuel. Et sur papier, ça semble raisonnable, mais gardez en tête que de 1, le rendement est loin d'être garanti, et de 2, ce ne sera
sera pas une belle montée linéaire, là, c'est-à-dire ce sera pas une belle ligne droite à la hausse. Ma prédiction pour 2026, c'est que je m'attends encore à une année qui finit dans le vert pour le S&P 500, mais à peine, et je pense surtout que ça va être une année très volatile. Une des raisons derrière ça, c'est justement le changement de direction de la Réserve fédérale américaine. En fait, en mai 2026, Jérôme Powell va quitter son poste de président de la Fed, et peu importe c'est qui son successeur, le marché va devoir s'ajuster à un nouveau style, à un nouveau discours et potentiellement à une Fed, disons, plus politisée. Et même s'il n'y a pas de baisse immédiate au niveau du taux directeur, juste si le discours change, ben ça peut suffire à ébranler les marchés obligataires et par ricochet les marchés boursiers. Et pour conclure sur les marchés boursiers, je veux rapidement vous parler d'un événement qui pourrait marquer l'histoire. Je parle ici de l'introduction en bourse de SpaceX en 2026. On parle d'une valorisation record qui pourrait atteindre 1,5 trillion de dollars. Donc, si ça se concrétise, ce serait une des plus importantes entrées en bourse jamais vues. Et au-delà de l'attention médiatique associée à Elon Musk, l'IPO de SpaceX, ça pourrait aussi canaliser des volumes importants de capitaux vers le secteur spatial qui pourrait en fait avoir un poids économique de plus en plus important au cours des prochaines années. Et en parlant d'introduction en bourse, il y a aussi des rumeurs comme quoi OpenAI, qui est la compagnie derrière ChatGPT, la compagnie pourrait également faire son IPO en 2026, mais pour le moment, il n'y a rien de confirmé, donc c'est un autre IPO à surveiller potentiellement l'année prochaine. Sinon, un autre dossier majeur de 2026, c'est la renégociation potentielle de l'ACUM. L'ACUM qui est l'entente de libre-échange entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Théoriquement, l'objectif initial des discussions concernant l'ACUM, ce serait simplement de reconduire l'entente pour une autre période de 16 ans. Mais dit de même, ça semble rassurant, mais en réalité, ce genre de renégociation-là, ça crée toujours de l'incertitude et surtout pour le Canada. Honnêtement, les États-Unis ont beaucoup plus de levier dans cette entente-là que nous. Chaque fois que l'ACUM est remise sur la table, le Canada se retrouve finalement à défendre ses acquis, souvent en position défensive du fait du poids économique des États-Unis. On peut déjà s'attendre à ce que Trump cherche à obtenir des concessions de notre part, notamment du côté des produits laitiers, des services numériques et du secteur manufacturier. Et les conséquences potentielles de ça, ben, ils sont assez importantes. Évidemment, une entente qui est moins favorable pour le Canada, ça pourrait nuire à nos exportations, ça pourrait affaiblir le dollar canadien et ça pourrait également réduire les investissements de la part des pays étrangers au Canada. Il faut savoir que le Québec est exposé à l'industrie aéronautique, au bois d'œuvre, à l'aluminium et à certaines chaînes d'approvisionnement qui sont nord-américaines. Donc, pour les Québécois, un accord qui est défavorable, ben, ça pourrait avoir des conséquences réelles sur notre marché du travail. Et ma prédiction pour 2025, c'est que même si l'ACUM est reconduite, c'est-à-dire même si dans le cas où on garde les mêmes termes qu'avant, l'incertitude qui est liée au processus de renégociation, ça va créer énormément de volatilité boursière et ça va temporairement ralentir la croissance de certains secteurs manufacturiers au Canada. Et du côté de l'économie canadienne, faut que je vous parle de démographie parce que en 2025, ça a été la première fois depuis très longtemps que le Canada a enregistré une diminution nette de sa population. Donc, avec les politiques du gouvernement Trudeau, ça fait des années que le Canada, c'est un pays qui base sa croissance économique presque exclusivement sur l'immigration, ce qui fait en sorte que une diminution de la population, ça va clairement avoir un impact sur l'économie canadienne. Il faut savoir que depuis 2016, le Canada a admis plusieurs millions de nouveaux résidents permanents et le rythme des admissions s'est nettement accéléré à partir, entre 2022 et 2024, avec des niveaux d'admission d'environ 400 à 500 000 nouveaux arrivants par année. Et le problème, c'est pas l'immigration en soi. Le problème, c'est l'absence de
planification. On a fait rentrer plus d'1 million d'immigrants sur une courte période de temps, sans construire 1 million de nouveaux logements, sans ajouter 1 million de nouveaux lits dans les hôpitaux, sans augmenter les capacités des écoles. En gros, on n'a pas les infrastructures nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Logiquement, une explosion démographique comme ça fait en sorte que c'est plus difficile pour les services publics, entre autres pour le système de la santé. Et je vais être clair là-dessus, tout ça, ce n'est pas la faute des immigrants, là. On leur a vendu le rêve d'emménager au Canada, on leur a parlé de stabilité, d'opportunités, de qualité de vie, mais malheureusement, pour plusieurs d'entre eux, ils se retrouvent aujourd'hui dans une situation qui est plutôt précaire, des loyers hors de prix, de la nourriture qui coûte cher et un marché du travail qui tourne au ralenti. La responsabilité revient au gouvernement. C'est lui qui a utilisé l'immigration comme moteur économique sans jamais adapter les infrastructures à la population grandissante. Et là, en 2025, les restrictions imposées aux travailleurs étrangers ont mené à une diminution nette de la population. C'est historique et ça montre clairement que le modèle au niveau de l'immigration massive, ça atteint ses limites, du moins à court terme. Et ma prédiction pour 2026, c'est que la baisse de l'immigration, ça va continuer de faire baisser les prix de l'immobilier au Canada. Même si on n'a pas connu ça au Québec, il faut savoir qu'en 2025, les prix de l'immobilier ont reculé à travers le pays, particulièrement à Colombie-Britannique et en Ontario. Les valeurs des condos à Toronto et à Vancouver ont particulièrement été touchées. Conjointement à ça, on observe aussi une baisse marquée du prix des logements à Toronto, ce qui était littéralement impensable il y a 2 ans. Et pendant ce temps-là, le prix des maisons et des logements au Québec ont continué de monter, mais quelque part dans le temps, le marché immobilier québécois, il pourra pas rester déconnecté indéfiniment du reste du pays. Sans nécessairement parler d'une chute brutale des prix, on pourrait voir une espèce de stagnation prolongée au niveau des prix, peut-être une légère correction du côté des copropriétés, mais tout ça, ça reste à voir parce que il y a quand même un certain décalage de prix entre le Québec et les autres provinces comme l'Ontario et la Colombie-Britannique. Et rapidement, pour ceux qui font le renouvellement hypothécaire en 2026, personnellement, je choisirais un taux variable avec l'option de geler le taux dans le futur. En date d'aujourd'hui, le taux variable sur 5 ans, il tourne autour de 3,85%. Et à noter que cette année, de mon côté, je m'attends seulement à une autre baisse de 25 points de base pour le taux directeur au Canada. On est présentement à 2,25, donc je m'attends à ce qu'on finisse 2026 à 2%. En ce qui concerne la bourse canadienne pour 2026, est-ce que le TSX va encore surperformer les indices américains? À mon avis, oui, c'est possible, mais ça ne veut pas dire que la majorité des actions canadiennes vont grimper. Ma prédiction, c'est que l'année prochaine, le secteur des ressources naturelles, de l'énergie et des services financiers, comme les banques, les assureurs, ce sont des secteurs qui vont continuer de bénéficier d'un contexte favorable. Par contre, je ne m'attends pas à une performance aussi forte qu'en 2025. Le TSX qui grimpe de quasiment 30% en 1 an et qui bat par le fait même l'indice Nasdaq. Je suis pas convaincu qu'on va voir ça très souvent, mais reste que je suis très content d'avoir une exposition à ces secteurs-là via la Banque de Montréal, Suncor et Enbridge. Et je veux conclure l'épisode en vous parlant de mon portefeuille à long terme. Première des choses, maintenant que l'année est officiellement terminée, je peux vous dire que le rendement annuel de mon portefeuille a été de 23,2% en 2025. Ce qui m'a vraiment aidé cette année, ce sont les achats que j'ai faits quand tout a planté en avril, lorsqu'il y a eu l'annonce des tarifs réciproques puis tout le monde capotait. C'est là que j'ai acheté du BRP, du Magna International, du Saputo, AMD, Google et tous ces moves-là, c'est ces moves-là en fait qui ont boosté mon rendement. Et deuxième des choses, la semaine passée, j'ai grossi ma position dans PayPal. En fait, j'ai racheté des actions à 58,44$, ce qui amène mon prix d'achat moyen
à 58,15 $. Évidemment, c'est en dollars US. Et ce n'est pas un achat émotionnel ni un pari à court terme. C'est une décision qui est basée sur la valorisation, la rentabilité et surtout ma perception par rapport au risque vis-à-vis le rendement potentiel de cette action-là. En date d'aujourd'hui, PayPal il se transige à des multiples historiquement bas pour une entreprise de cette qualité-là. Au prix actuel, on parle d'un multiple de 11 fois le bénéfice par action et d'un ratio PEG de 0,6. Ce sont des ratios qu'on associe habituellement à des entreprises qui sont en déclin structurel. Pourtant, PayPal demeure profitable avec une marge bénéficiaire nette près de 15% et d'un rendement sur les capitaux propres de plus de 24%. Clairement, ce n'est pas une entreprise en difficulté financière. Il faut aussi savoir qu'en décembre, PayPal a fait une demande pour devenir une banque aux États-Unis. Et si ça se concrétise, ça pourrait changer un peu la dynamique de leur modèle d'affaires. Entre autres, ça faciliterait les prêts aux petites entreprises, ça améliorerait la monétisation de leur base d'utilisateurs et ça donnerait plus de levier pour générer des revenus récurrents. Il y a aussi l'application Venmo qui appartient à PayPal et qui est un peu l'équivalent du virement Interac, mais aux États-Unis. Et je pense que Venmo, il y a un potentiel qui me paraît encore sous-exploité, surtout auprès des plus jeunes. Ceci étant dit, PayPal, c'est loin d'être un pari sans risque. La concurrence, elle est féroce du côté des services de paiement en ligne. On peut penser à Stripe, à Google Pay, Apple Pay. On peut penser aussi aux joueurs dans le Buy Now, Pay Later comme Klarna. Au fait, c'est la compétition qui fait en sorte que la croissance de PayPal est plus lente qu'avant et c'est précisément pour ça que le marché lui accorde aujourd'hui des multiples qui sont beaucoup plus bas. Bref, ma théorie, c'est que le marché est allé trop loin dans le pessimisme vis-à-vis la valorisation de PayPal. De mon côté, l'entreprise me semble plutôt sous-évaluée au prix actuel, un peu comme Adobe en ce moment, et je considère que PayPal a le potentiel de surprendre les investisseurs au cours des prochaines années. Et si vous voulez connaître les autres compagnies que je surveille, je vous invite à vous abonner à mon infolettre. À chaque mois, je partage les positions qui sont dans mon portefeuille, incluant le prix d'achat moyen et la pondération. Je partage aussi mes transactions, ainsi que 3 actions qui attirent mon attention. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à aller vous abonner sur ma chaîne YouTube et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.